Bonsoir, avec nous cette semaine Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. L'UMP dont les militants ont opté pour le statu quo interne jusqu'en novembre 2015. Vous vous distinguez souvent au sein de votre parti, comparé parfois au bal des égaux. Laurent Wauquiez avec nous au cours de cette émission. Nadège Puljak de l'agence France Presse, notre partenaire avec Dailymotion. Et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat. Elles nous rejoindront tour à tour. Mais avant de parler de l'UMP, des rendez-vous électoraux qui vous attendent et de l'action de la gauche au pouvoir, cette question, est-ce que vous aimez les romans d'espionnage ? Est-ce que j'aime les romans d'espionnage? J'adore les romans d'espionnage, sauf quand ils s'appliquent à l'Europe. D'accord. Est-ce que... Ce qui est en train de se passer est quand même très triste, et c'est surtout très révélateur de la naïveté et de la fragilité de l'Europe. C'est tout. Que les États-Unis nous espionnent, c'est pas un scoop. L'inverse est vrai aussi, hein, dit-on. Oui, surtout ce qui est vrai, c'est que l'Europe aborde ses relations avec le reste du monde avec une incroyable naïveté et une incroyable fragilité. On est divisé, nos divisions sont exploitées par les États-Unis, on est espionné. Notre façon d'approcher un dialogue commercial qui va être stratégique sur les années qui viennent est visiblement désordre. Il y a un vrai problème européen. C'est un révélateur, et au fond, finalement, c'est tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre sur l'ampleur du système américain d'espionnage. Oui, mais c'est surtout pour moi le révélateur que l'Europe est l'homme malade de la planète. Et que du coup, les États-Unis en profitent. Et cette affaire d'espionnage montre à quel point nos naïvetés et nos points de faiblesse sont exploités par nos compétiteurs à l'échelle de la planète. Est-ce que l'Europe et la France doivent passer aujourd'hui à un stade supérieur, avec des représailles par exemple? Vous avez cité les négociations commerciales pour un accord de libre-échange. Est-ce qu'il faut annuler ces négociations prévues lundi? Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut commencer des négociations commerciales avec un partenaire qui vous espionne. C'est juste impossible. Je voudrais prendre un tout petit point. Mettons-nous à l'époque du général de Gaulle. Vous imaginez ce qu'aurait été la réaction du général de Gaulle en apprenant que les Américains espionnaient l'Europe? Et là, on n'a quasiment rien. On a un président Hollande qui est quasiment inaudible. Il a condamné en termes forts, en disant ça doit cesser. En tous les cas, c'est l'expression utilisée. Je ne doute pas que Obama ait été terrifié par la prise de parole de François Hollande. Il promet des explications. Alors, si on a des explications, tout est bon, on peut continuer. Qu'est-ce que vous auriez attendu ou espéré? Non, mais ce qu'on m'attend, c'est immédiatement la suspension des négociations, qu'il y ait des explications immédiates qui soient données, qu'on ait des éléments objectifs permettant de savoir si oui ou non les États-Unis espionnent et jusqu'à quel niveau. Enfin voilà, qu'on n'ait pas cette image lamentable d'une Europe qui non seulement est espionnée, mais réagit à peine, ou avec des propos diplomatiques que vous avez retranscrits avec beaucoup d'ironie et avec beaucoup de justesse. Tout ça est un gigantesque cirque. Est-ce que la France doit renoncer à acheter des drones américains, par exemple? Non, c'est pas le sujet. Si on veut répliquer, ça peut être une réponse. Oui, enfin, si on a besoin des drones, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. Ce qui me semble en revanche évident, c'est qu'on ne s'attaque pas, on n'enclenche pas une négociation avec un partenaire commercial dans une position de faiblesse comme l'est la nôtre aujourd'hui. Et pour moi, ce qui compte, c'est pas juste l'affaire d'espionnage. C'est ce que ça révèle sur une Europe qui est en réalité aujourd'hui une passoire et qui n'est pas suffisamment capable de se défendre. Edward Snowden demande l'asile politique à la France. Est-ce que, d'après vous, ce serait à l'honneur de la France de l'accueillir? Non, j'aime pas trop cette idée. J'aime pas trop cette idée parce que malgré tout, c'est quand même un citoyen américain qui a été en violation des règles de loi américaines. L'asile politique, c'est pas fait pour ça. Il se dit persécuté, il a peur d'être tué même. Hein. Oui, l'asile politique, c'est fait pour des gens qui sont persécutés par des dictatures. Les États-Unis, c'est quand même pas la Syrie. Voilà. On parle du budget maintenant, si vous voulez bien, Laurent Wauquiez, avec le sévère tour de vis qui est imposé à la quasi-totalité des ministères. Est-ce que c'est la preuve, selon vous, que le gouvernement a décidé de s'attaquer pour de bon au déficit? Vous me permettez de vous répondre très clairement et simplement? On amuse la galerie. Pourquoi est-ce qu'on amuse la galerie? On amuse la galerie avec quelques petits ajustements budgétaires. Sauf que qui a fait l'essentiel de l'effort jusque-là? C'est les Français. L'essentiel de l'effort d'ajustement budgétaire a été supporté par des hausses d'impôts qui ont été sans commune mesure. On dit c'est terminé ça maintenant. Maintenant, les efforts vont porter sur les économies. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. L'année prochaine, oui. La TVA augmente ou non? Elle augmente. Qui paye la TVA? Tous ceux qui, comme vous et moi, sont citoyens. Voilà. Donc, et alors, c'est pas des augmentations d'impôts, ça? D'accord. La politique familiale. Sont programmées déjà, elles ont déjà été votées. Mais y en aura-t-il d'autres? Si elles ont été programmées, ça signifie qu'elles n'existent pas pour les Français? Si. Il n'y a juste pas de parole présidentielle sur cette question. L'année prochaine, il y aura à nouveau des augmentations d'impôts. Après un paquet d'augmentations cette année qui a été à un niveau totalement anormal. Et donc pourquoi est-ce que je dis qu'on amuse la galerie?
Parce qu'on amuse la galerie avec les petits états d'âme de Madame Bateau, alors que pendant ce temps-là, les Français et les classes moyennes, elles sont saignées à blanc avec des impôts qui sont dans des augmentations sans commune mesure. Je rappelle 15 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes, 30 milliards d'augmentations globales sur le paquet fiscal. L'année prochaine encore, des augmentations par la remise en cause de la politique familiale ou l'augmentation de la TVA. Et comme l'a annoncé le rapporteur du budget socialiste, ça ne semble être qu'un apéritif. Et il n'exclut pas, contrairement aux engagements qui ont été pris par Hollande, de nouvelles hausses d'impôts. On nous dit tout ça, c'est pour aider les entreprises, que l'on soutient avec les mesures pour la compétitivité. Est-ce que c'est pour la bonne cause? Qui est le principal bénéficiaire du crédit impôt compétitivité? La Poste. Qui est le deuxième bénéficiaire du crédit impôt compétitivité? Carrefour. Donc on demande aux Français d'augmenter la TVA, de faire des hausses d'impôts sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu par le passé, pour aider les entreprises très soumises à la délocalisation et à la concurrence internationale, La Poste et Carrefour. On se moque pas un peu de nous, là? Alors parlons de Delphine Bateau, parce que vous l'avez cité, il faut s'arrêter quand même. Elle est convoquée à Matignon après avoir critiqué son mauvais budget de l'écologie, des crédits en recul de 7%. Quelle lecture faites-vous? Vous avez connu, vous, les négociations difficiles comme ministre à Bercy pour le budget. Est-ce qu'elle est dans sa logique propre ou est-ce qu'elle se met à côté du gouvernement, selon vous? C'est toujours des moments qui sont difficiles pour un ministre, parce que vous négociez votre budget, vous négociez l'ambition de votre politique, et Delphine Bateau visiblement dénonce le sacrifice de toute ambition écologique. Mais ce qui est très gênant, c'est que ça ne se fait pas sur la place publique. Quand on est membre du gouvernement, on est membre d'une équipe, et surtout au moment des arbitrages budgétaires. Et là, ce qui est très inquiétant, c'est la cacophonie globale qui est en train de s'installer. Si on reprend les éléments les uns après les autres, on a un président de la République qui nous annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On vient de montrer qu'il y aurait des augmentations d'impôts. On a un rapporteur du budget qui lui-même a contredit les engagements qui avaient été pris par Jean-Marc Ayrault. On a maintenant une ministre de l'écologie, Madame Bateau, qui dément Jean-Marc Ayrault sur la place publique. Et elle est maintenant, on vient de l'apprendre, soutenue par Madame Duflot des Verts, qui est elle-même membre du gouvernement, et qui explique contre Jean-Marc Ayrault que Madame Bateau a raison. Et par-dessus tout, on a maintenant les députés verts du Parlement qui se sont exprimés en disant il faut que Madame Bateau reste, ce qui est quand même totalement contradictoire avec ce qu'avait dit François Hollande, disant si un ministre s'écarte, il sera sorti du gouvernement. Et donc, ce qui est quand même pour les Français qui regardent tout ça, dans une période compliquée, où on leur demande beaucoup d'efforts, où eux assument l'essentiel de l'augmentation fiscale, quelle image donne ce gouvernement en ce moment? On a juste l'impression d'un grand happening qui est systématiquement sur la place publique, sans aucun cap, dans lequel la parole de Jean-Marc Ayrault pèse peu, dans lequel la parole du président peut être démentie du jour au lendemain, et où au fond il n'y a aucune direction claire. Cette cacophonie est très inquiétante. Et vous pensez que Delphine Bateau doit quitter le gouvernement? Je pense juste que soit elle obtient ce qu'elle veut, soit il est évident qu'on ne peut pas avoir de cohérence à sortir de la ligne qui est imposée par son Premier ministre et vouloir rester à l'intérieur du gouvernement. Voilà, c'est juste, mais je maintiens ce que j'ai dit. Tout ceci n'est destiné qu'à amuser la galerie. Bon, parce que le cœur du problème, ce sont les augmentations d'impôts pour les classes moyennes. D'accord. Sur les Verts, il y a deux représentants au sein du gouvernement des écologistes, notamment Cécile Duflot, qui demande que la politique soit fortement réaffirmée dans le sens de l'écologie. Est-ce qu'eux aussi doivent en tirer les conséquences et quitter? Je pense que chacun a son devoir de cohérence personnelle. La réponse, elle est apportée par la baisse du budget de Mme Bateau, elle a moins 7%. Donc c'est clair, c'est un sacrifice sur l'ambition écologique et donc sur la transition environnementale. C'est un choix qui est fait par le gouvernement. Après, j'ai envie de dire, soit Mme Bateau est cohérente avec elle-même, soit Mme Duflot est cohérente avec elle-même, auquel cas il faut partir, soit ils préfèrent leur poste, soit ils préfèrent rester dans leur environnement ministériel et trahir leurs convictions. C'est leur choix. Un mot encore sur le budget. Il y a quand même, on l'a vu, une réduction nette du nombre des fonctionnaires qui est prévue. Moins 3200. Fallait-il aller plus loin, selon vous? Non, le problème, il n'est pas là. C'est que dans le même temps, il y a eu des embauches. Qui sont compensées, justement, il y a des par des embauches fortes qui ont été faites dans le secteur, notamment, de l'éducation nationale. Le résultat, c'est que, par ailleurs, sur les autres secteurs, l'effort qui est consenti est extrêmement important. Et pour un résultat, vous l'avez vous-même souligné, qui est risible. C'est-à-dire que moins 3200, c'est pas comme ça qu'on va redresser la France. Mon inquiétude, elle est où? C'est qu'en ce moment, si on est très lucide, il n'y a pas de baisse des dépenses de fonctionnement. Pas de baisse. La seule économie qui a été faite pour l'instant, c'est sur la charge de la dette, c'est tout. Et donc, ce qui est en train de faire ce gouvernement, c'est qu'il sacrifie les investissements dans l'avenir aux dépenses de fonctionnement. On continue à avoir des dépenses de fonctionnement qui ne baissent pas vraiment,
Et pour ajuster, on sacrifie l'investissement. Vous l'avez vu avec le renoncement à la ligne de TGV qui devait passer par le centre, l'Auvergne et ensuite desservir Lyon qui est totalement saturé. On le voit avec le sacrifice des investissements d'avenir, notamment dans nos universités. Le budget de l'enseignement supérieur est vraiment massacré, avec un renoncement au soutien sur la recherche et l'enseignement supérieur. Et donc ce qui est en train de se faire, c'est que comme on n'a pas le courage de baisser la dépense de fonctionnement, eh bien on sacrifie l'investissement. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Est-ce que vous vous réjouissez de la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, qui était donc votée comme prévu par les députés européens? Je rappelle qu'elle avait dénoncé dans un discours les prières de rue de musulmans en les comparant à l'occupation. Il faut être très précis, ce à quoi elle la comparait, parce que sinon les auditeurs qui nous écoutent se disent bah oui, c'est une occupation de rue. Ce à quoi elle l'avait comparé, c'était l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, elle avait précisé sans char et voilà. sans C'est quand même important pour bien comprendre pourquoi est-ce que les propos avaient on les a pas oubliés, ces propos. ou non une importance. Moi, je vais vous dire mon sentiment très simple sur ce qu'est Marine Le Pen et son positionnement. Tout ce qui permet de la victimiser est mauvais. Tout ce qui lui permet de prendre des postures disant je suis une victime de la démocratie parce que moi je dis les choses alors que les autres ne le disent pas, lui permet de prospérer. Et donc ça n'est pas sain et pas bon pour moi. Et ce que je préférais qu'on puisse discuter s'agissant de Mme Le Pen, c'est par exemple son activité parlementaire. Elle est députée européenne. Là, il y a un joli thème à évoquer. Elle est payée par le Parlement européen. Elle prend son salaire de députée européen. Est-ce qu'elle fait son travail? Moi, j'invite tous vos téléspectateurs à aller sur Internet et à regarder ce qu'est l'activité parlementaire de Mme Le Pen. Et voir si elle, qui est payée par nos deniers publics, fait ou non un travail de politique. Elle est parmi les députés européens les moins actifs de toute l'Europe. Je préfère quand on parle de ces sujets, plutôt quand on en fait une victime un peu facile de la démocratie. D'un mot, est-ce que vous estimez, parce qu'on va parler de l'UMP dans un instant avec Nadège Puljac, d'un mot, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est le seul à pouvoir l'empêcher d'accéder au second tour en 2017? Ce que je crois en tout cas, parce que ça c'est des faits. Je vais répondre. Je vais vous répondre très clairement, ne vous inquiétez pas. En 2007, le seul président de la République, de la Ve République, qui a fait baisser le FN, c'était Nicolas Sarkozy. Voilà. D'accord. Donc ça vaut pour la prochaine... C'est juste un fait, et le fait, c'est que Nicolas Sarkozy est le seul président de la Ve République à avoir fait baisser le score du FN. Allez, on va parler donc de la situation à l'UMP avec Nadège Puljac de l'agence France-Presse qui nous rejoint. D'abord, on rebondit sur ce que vous aviez dit. Est-ce que vous aviez déploré le problème de leadership dans votre camp? Jérôme Rabier. Parti politique cherche leader pour 2017. Voilà la petite annonce que pourrait passer l'UMP, malgré la confirmation dimanche de Jean-François Copé à la présidence du parti. Car depuis la défaite de Nicolas Sarkozy l'an dernier et le fiasco de l'élection pour la présidence de l'UMP, difficile de voir une personnalité s'imposer comme cela a toujours été le cas à droite. La preuve, il faudra même des primaires pour les départager. On ne voit pas quel événement pourrait faire en sorte que d'ici 2015 ou 2016, 2017, un leader s'impose contre tous les autres naturellement. Et donc les primaires sont le meilleur moyen pour en désigner un quand rien ne légitime un leader particulièrement par rapport aux autres. C'était ce qui s'était passé au Parti Socialiste. Aucun leader n'émergeait de manière incontestable. Donc la seule façon de faire, ça a été de faire une primaire. C'est ce qui va vraisemblablement se produire pour l'UMP. Le principe de primaire ouverte acté, la liste de candidats potentiels ne cesse de s'allonger. Jean-François Copé et François Fillon bien sûr, mais aussi Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et pourquoi pas Alain Juppé, toujours plébiscité par les militants. À 3 ans de l'échéance, les ambitions sont à peine voilées, ce qui amuse les plus anciens de la famille politique. Nous progressons dans la démocratie. Et est-ce que des primaires, c'est pas le bal de toutes les ambitions et ça risque pas finalement de faire naître? Oui, justement, mais après les primaires, comme ça on fait des réductions de corps. Une sélection qui pourrait s'opérer, mais encore faut-il que ces primaires aient bien lieu, car plus d'1 an après la défaite à l'élection présidentielle, la popularité de Nicolas Sarkozy fait encore de lui le leader spirituel de la droite. Si Sarko ne revient pas, il y aura une primaire ouverte avec 4, 5, 6 candidats, parce que le jeu sera ouvert. Si Sarko revient, on verra. On pourrait très bien imaginer une situation exceptionnelle, avec le retour d'un homme exceptionnel, auquel nous pensons tous, auquel cas est-ce que c'est bien utile de faire des primaires? En laissant volontairement planer le doute sur son retour, Nicolas Sarkozy freine l'ascension d'un nouveau leader à droite. La relève n'a plus qu'à espérer qu'il renonce pour enfin s'affirmer. Un pari risqué vu l'envie d'en découdre que l'on prête à l'ancien chef de l'État. Voilà, Nadège Puljac est avec nous. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Vos questions à Laurent Wauquiez. Tout à fait. Alors, bonsoir Monsieur Wauquiez. On vient d'entendre Monsieur Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, dire « Nous progressons dans la démocratie ». Mais vous-même, vous aviez dit dans une interview au Monde, c'était le 3 juin, je crois, que vous craignez que l'UMP n'entre dans une période de glaciation. Alors, après
le scrutin qui vient de se dérouler là, entre vendredi et dimanche, est-ce que vous êtes rassuré? Les militants ont avant tout voulu dimanche écarter une guerre des chefs. C'est bien, tant mieux, et c'était sans doute une décision sage. Ils ont été à peu près un quart des militants à s'exprimer, mais on a aussi 3 militants sur 4 qui ne se sont pas exprimés. Et je crois que ce serait une grave erreur de voir dans ce vote un satisfecit par rapport au fonctionnement actuel de l'UMP. Et je vais même vous dire ma conviction très profonde. La question n'est pas de savoir, comme d'ailleurs vous l'avez posé, si c'est Copé ou Fillon ou Tartampion qui est le leader de l'UMP. La question, c'est de savoir quelle est notre ligne. Quelles sont les idées qu'on défend. Et justement, là, vous trouvez que la ligne, elle n'est pas clairement définie? Je trouve que pour l'instant, notre ligne n'est pas clairement définie et qu'on doit progresser là-dessus. C'est pour moi le seul enjeu qui s'ouvre devant nous. Et pour beaucoup tourner et être à l'écoute des militants, je crois profondément qu'aujourd'hui, les militants ne sont pas encore satisfaits, loin s'en faut, du fonctionnement de notre parti. Mais l'opposition, c'est fait pour ça. L'opposition, c'est fait pour se poser des questions, c'est fait pour se renouveler, c'est fait pour apporter des nouvelles idées. Alors pourquoi vous parliez de glaciation alors? Vous devez être heureux aujourd'hui? Non, parce que ma crainte est précisément que dans un accord où on met la poussière sous le tapis, eh bien, on ne permette pas de faire avancer le débat d'idées. Mais de quel accord parlez-vous? Vous parlez de l'accord qui faisait qu'il devait y avoir une nouvelle élection en septembre, à laquelle vous étiez d'ailleurs, je le rappelle, hein, tout à fait... Non. L'élection en septembre, vous la vouliez. Vous vouliez qu'il y ait un nouveau vote en septembre et vous aviez bien l'intention de vous présenter à ce vote. C'est bien cela. Ce qui est inquiétant, c'est quoi? Pour l'expliquer très simplement. C'est que comme on avait une guerre des chefs, et comme on avait un affrontement entre Jean-François Copé et François Fillon, ils ont fait le choix de geler les positions. Et tant mieux, ça évite une déflagration. Vous avez l'impression que vous avez été lâché puisque vous étiez d'accord avec... Est-ce que je peux juste aller jusqu'au bout, Madame Pujol, si vous me permettez? Et tout ça, c'est très bien parce que ça a évité la guerre des chefs. Mais ça ne résout rien. Parce que ça ne fait pas une ligne politique. Un compromis, une petite négociation n'a jamais fait une ligne politique claire. Et donc ce pourquoi je plaide, c'est quoi? C'est pour qu'après les européennes, comme en son temps Jacques Chirac avait su le faire, comme en son temps Nicolas Sarkozy avait su le faire, notre parti politique fasse un vrai congrès dans lequel on définisse notre ligne politique. Quelles sont nos idées sur l'Europe? Quelles sont nos idées sur la question économique? Quelles mesures d'économie on propose? Quelle ambition pour le pays? Comment est-ce qu'on rectifie le social pour éviter que ça tourne à l'assistanat systématiquement? Quelle est la ligne politique de l'UMP? Parce que là, on a réglé partiellement, en évitant le sang du conflit entre 2 personnes, mais régler un conflit entre 2 personnes, ça n'a jamais fait une ligne politique. Et donc la difficulté pour moi, c'est la ligne politique. Et ce que j'entends, c'est aussi dans ce vote 3 militants sur 4 qui ne se sont pas exprimés. Et qu'on ne se trompe pas, ce vote ne signifie pas un chèque en blanc pour le fonctionnement actuel de l'UMP. Les militants veulent qu'il y ait une page qui se tourne, ils veulent une ligne politique qui soit plus claire, ils veulent plus d'unité, mais autour d'idées qui soient clairement affirmées. Moi, c'est pour ça que je vais œuvrer, et je le dis très simplement, plus d'unité à l'intérieur de mon parti, mais pas sur des compromis à l'eau tiède, pas sur des demi-valeurs, pas sur des demi-propositions. Donc, pour vous, ce vote des militants de l'UMP, qui n'est pas celui que vous espériez, on a compris, hein, donc n'est pas une victoire pour Jean-François Copé? C'est vraiment, enfin, je vais le redire très simplement, mon sujet n'est pas de savoir si c'est Jean-François Copé, François Fillon ou un tel. C'est pas ma question. Ma question, et c'est à ça que je veux œuvrer, c'est comment l'UMP retrouve son unité, pas sur des compromis artificiels de personnes, mais sur des idées et des valeurs. Voilà. Je pense que si on sort quand même d'un échec électoral, la question qui nous est donc posée, c'est quelles sont les idées que vous mettez en avant? Quelles sont les propositions concrètes que vous portez? C'est ça qui m'intéresse. Et l'unité, c'est autour de ça que je veux la construire, c'est à ça que je vais me consacrer, renouveler nos idées, mettre des propositions sur la table et recréer l'unité de ma famille politique autour de ce renouvellement de nos propositions. Alors je comprends bien, j'allais justement vous demander où est-ce que vous vous situez entre Jean-François Copé et François Fillon, qui maintenant vont pouvoir mener leur vie. Jean-François Copé à l'UMP, puisqu'il est élu jusqu'à 2015, sauf si votre idée de congrès en 2014 est finalement acceptée, ce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais peut-être. Et puis Monsieur Fillon qui lui a maintenant créé son parti, hein, Force Républicaine. Maintenant il est président de Force Républicaine, donc il s'organise autour de son parti. Alors vous vous situez comment entre les deux? Moi je me situe très simplement, je me situe sur le terrain des idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma question, c'est pas de savoir qui a gelé les positions, c'est pas Verdun. Tout ça est ridicule. Enfin, un tel avec son micro. Alors parlez-nous de ces idées. Alors, c'est-à-dire, c'est la retraite. Vous avez fait des propositions sur les retraites. Mes propositions, elles sont très simples. D'abord, la première, c'est le premier impératif en France, c'est reconsolider les classes moyennes. C'est le point majeur de faiblesse aujourd'hui de la société française. On a assommé les classes moyennes de charge. Ce sont elles qui aujourd'hui souffrent énormément dans la crise économique. Notre obsession doit être comment est-ce qu'on protège les classes moyennes. Le deuxième sujet qui est majeur, parce que derrière tout est lié notamment à la compétitivité de nos entreprises, c'est comment mieux faire la différence entre le social, qu'on doit préserver, et l'assistanat,
qu'on doit corriger. On a un système social qui a évolué sur la piste de l'assistanat, qui aujourd'hui n'est plus régulé, avec beaucoup d'abus, avec beaucoup d'injustices aussi dans son fonctionnement. C'est un cancer, c'est le cancer de la société, comme vous l'aviez dit une fois. Le terme avait choqué parce qu'il y a des gens qui sont affectés par cette maladie, donc je m'en étais expliqué. Par contre, le fond, je le maintiens totalement. Je maintiens totalement que quand dans un pays, la différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, c'est à peine 100 €, c'est pas possible. Je maintiens totalement que l'accès total au système de santé totalement gratuit est une folie. Je maintiens que l'aide médicale d'État pour des étrangers en situation irrégulière ne peut pas permettre ensuite de réguler correctement la politique d'immigration. Donc on a une différence à faire entre le social et l'assistanat. La troisième chose, qui est absolument centrale, c'est évidemment l'exemplarité des politiques. Comment faire encore confiance à des politiques alors qu'on a des affaires à répétition? On en parlera dans la troisième partie de l'émission avec votre vote distinct de vos amis. Alors, Je le laisse. Et le dernier sujet, c'est l'Europe, sur lequel on reviendra peut-être. L'Europe ne fonctionne plus. On a besoin d'Europe, mais pas cette Europe-là. Ce que vous disiez au début. Mais enfin, on a tous les cas l'impression qu'on est rentré dans une nouvelle phase maintenant. Et qu'est-ce que c'est? C'est la bataille de 2017 qui est lancée? Rien ne serait pire. Je pense que si on enclenche ça... C'est quand même un peu l'impression qu'on a. Oui, je pense que la nouvelle phase qui s'ouvre, c'est on a tourné la guerre, mais on n'a pas tourné la page de l'affrontement Copé-Fillon. Et donc ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait un renouvellement qui arrive. Ce dont on a besoin, c'est qu'à l'UMP, on ouvre un peu les fenêtres. C'est qu'on fasse rentrer des nouvelles idées. C'est qu'il y ait une nouvelle génération. Des idées, des programmes, le renouvellement, c'est aussi celui des générations. J'étais en train de le dire. Ah, vous allez le dire, vous allez le dire. Je sentais qu'il allait le dire, Michel. Alors dites-le. Non, ça veut dire des nouvelles idées, ça veut dire une nouvelle génération, ça veut dire des gens qui sont capables d'aborder la politique différemment. C'est ça dont on a besoin. Est-ce que vous serez candidat à la primaire de 2016? Alors, Nadège, dans le cadre du renouvellement des générations. Renouvellement de génération. J'essaye de m'appliquer à moi-même ce que je préconise. Si je suis en train de vous dire que je trouve ridicule d'ouvrir la page des primaires maintenant, alors qu'on n'a pas fait notre inventaire. Vous savez bien que tout le monde y pense. Oui, bien sûr que tout le monde y pense. Et si je vous disais l'inverse, je serais sûrement... On ne vous croirait pas. Nous ne me croirions pas. Mais même avec un sourire aussi craquant, je ne vous dirai pas, Nadège Puljac, que je suis candidat à la primaire en 2017. Pas maintenant, parce que pour moi, la seule question, c'est d'abord qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on incarne. Et ensuite, on verra. Pour l'instant, j'ai envie de dire, pour l'instant, on est dans la phase où chacun doit faire ce travail de réflexion et de créativité. C'est ça toutes ces idées-là, vous allez les mettre en place, vous allez les proposer dans le cadre de la droite sociale, puisque je rappelle que c'est un des 5 mouvements de l'UMP que vous avez créé, la droite sociale. C'est dans ce cadre-là que vous allez faire ces propositions. Oui, c'est un travail. Et ensuite, ça sera, ces propositions seront mises dans une espèce de pot commun, parce que j'ai l'impression que tout le monde fait ses propositions. Hein. Vous, Monsieur Bertrand, Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse, chacun fait ses propositions, bien en plus de messieurs Fillon et Copé, bien sûr. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez tout ça dans un pot commun, vous secouez, puis vous sortez celles qui sont les meilleures. C'est ça? Jacques, vous avez parfaitement résumé pourquoi est-ce qu'il faut un congrès. Vous l'avez parfaitement dit. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Fin 2015, est-ce que c'est pas 2014. 2014, justement, oui, 2014. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous. On sera à mi-parcours. Ça permettra de se poser, de se dire, voilà, on a eu beaucoup de propositions d'idées. Maintenant, il faut décanter. Je voudrais juste, pardon, si vous me permettez, aller jusqu'au bout de votre question. D'abord, la première, c'est j'aime travailler en équipe. La droite sociale, c'est une équipe de parlementaires. C'est avec cette équipe qu'on va travailler. Vous avez combien de parlementaires autour de vous? On a une cinquantaine de parlementaires qui sont investis au niveau de la droite sociale. Et donc, l'objectif, c'est ensemble de faire des propositions avec des élus de terrain qui ne sont pas souvent des élus qui sont toujours très médiatisés, mais qui sont des élus qui sont au contact d'un espèce de bon sens que je crois que l'UMP a un peu perdu en étant parfois trop dicté par des cabinets de communicants parisiens. Donc déjà, remettre un tout petit peu cette approche-là sur notre construction de nos idées. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que moi, j'appartiens à ma famille politique, j'en suis fier, je la défends, j'essaye de la faire progresser. C'est le sens de mon engagement. Donc ensuite, évidemment, l'objectif n'est pas d'avoir des petites écuries juxtaposées les unes à côté des autres, c'est que ce soit approprié par le débat commun de notre parti. Il y a quand même un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez bien que tout le monde parle de son retour. Est-ce que vous y croyez vous-même au retour de M. Sarkozy? Et est-ce que vous le souhaitez? C'est encore plus important comme question. Je vais peut-être vous décevoir là-dessus, et pardon, mais de la même manière que je considère que c'est trop tôt pour se poser ces questions, que c'est trop tôt pour se poser 2017, c'est pas le sujet. À poser ces questions-là. Pourquoi vous l'avez rencontré? Pas moi, non, mais enfin ceux qui l'ont rencontré parlent et ils le rencontrent pour qu'il parle au final. Et donc on nous envoie des messages en permanence. Bien sûr. Vous savez, moi j'ai beaucoup appris avec Nicolas Sarkozy. J'ai été pendant 5 ans son ministre. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Il a un volontarisme
charisme politique extraordinaire. J'ai été dans son équipe, dans l'équipe de François Fillon. Donc c'est incontestablement une des références de notre famille politique. Voilà. Après, savoir qu'est-ce qui adviendra dans 3 ou 4 ans, je pense que ce qu'il faut maintenant, vous parliez de phase de l'UMP, c'est que l'UMP se sorte cette obsession de la tête. Qu'elle se sorte l'obsession de savoir qu'est-ce qui va arriver en 2017. Et qu'elle revienne juste au fait de faire son travail maintenant. J'ai envie de dire, mais vous le disiez vous-même tout à l'heure, M. Sarkozy, c'est le seul qui a réussi à faire baisser le Front National. Or, on voit que le Front National, aujourd'hui, se porte de mieux en mieux. Tous les sondages le disent. Et puis les élections, puisque je prends Villeneuve-sur-Lot, par exemple, ils sont arrivés deuxième. Même le PS a été balayé au premier tour. Est-ce qu'on peut aborder, à mon avis, un enjeu qui sera un enjeu fondamental pour nous, les Européennes, et sur lequel je suis un peu préoccupé de la façon dont on aborde ce sujet. Parce que ça va être un point de rendez-vous, notamment par rapport au FN. Vous voulez plus répondre sur Nicolas Sarkozy? Si, ça va être précisément une façon de répondre très clairement. Sur les Européennes, j'entends certains chez nous qui commencent à dire on va faire une alliance avec l'UDI. C'est exactement l'inverse de ma conception de la politique. Pas d'alliance avec l'UDI. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. C'est M. Copé. C'est-à-dire, on commence par, avant même de s'être posé la question des idées, avant même de s'être posé la question de quelle Europe. Des questions quand même simples mais fondamentales. Jusqu'où l'élargissement? Est-ce qu'on ne revient pas plutôt à une Europe noyau dur? Est-ce qu'on veut une Europe passoire ou est-ce qu'on refait un peu de protection, notamment européenne, économique? C'est des questions qu'il se pose aussi à l'UDI. On va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on continue avec Schengen? C'est d'abord ça les questions qu'on doit se poser. Et la question de savoir si vous faites telle ou telle tractation politique avec tel ou tel parti pour gonfler ou non artificiellement votre score, c'est évidemment pas la première question. La première question que doit se poser notre famille politique, pour quelle Europe on veut œuvrer? Dans quelle direction est-ce qu'on veut faire avancer l'Europe? L'Europe actuelle ne marche pas. Qu'est-ce qu'on propose en contrepartie? Si ça aboutit et si on approche les européennes en faisant un petit compromis, à l'eau tiède, une petite alliance politicienne d'arrière-boutique pour gonfler son score et avoir à l'arrivée aucun discours clair sur l'Europe, je n'en veux pas. Vous m'interrogez sur ce que je veux faire pendant les années qui viennent, c'est précisément éviter que mon parti ne dise rien, qu'il fasse partie de tout ce discours politique ambiant dans lequel on est... Pourquoi il ne dirait rien parce qu'il s'allierait avec l'UDI? L'UDI aussi pense à l'Europe, l'UDI aussi se pose des questions. Mais parce que, Nadège Puljac, vous allez faire une alliance avec un parti avant même d'avoir réfléchi à ce que vous militez comme vision de l'Europe et avant même d'avoir discuté avec ceux qui sont en face pour savoir s'ils partagent la même. C'est ça qui est catastrophique. Ça vous fait un point de différence supplémentaire avec Jean-François Copé. Hein, on a bien compris. Est-ce que vous estimez, à propos de Nicolas Sarkozy, j'y reviens, excusez-moi, est-ce que vous le voyez se soumettre à des primaires, puisque ça a été acté par le vote des militants aussi? On n'oublie pas. Est-ce que vous le voyez, lui, en tant qu'ancien chef de l'État, s'il veut jouer le recours? Est-ce que vous voyez se soumettre? Pour l'instant, on vient de se doter d'un système qui a été adopté, dans lequel on a des primaires. J'ai envie de dire, on ne va pas, alors même qu'on vient d'adopter un système, commencer à se dire, ah bah tiens, telle ou telle option pour ne pas avoir de primaire. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Le sujet viendra en temps et heure. Je me répète, mais la politique, c'est aussi la pédagogie de la répétition. On commence par faire son travail humble d'opposition. On se remet un peu en cause sur les erreurs qu'on a faites et on essaie de progresser sur la clarté de ce qu'on propose aux Français. Toute dernière question, Nadège. Les municipales, on a parlé des européennes, mais moins des municipales. Vous croyez à la vague bleue? Moi, je suis élu. Ma mairie, je l'ai reprise à la gauche il y a 6 ans. C'est une ville qui était pas facile et dans un contexte d'une vague qui était compliquée. Je me méfie toujours quand on prend les trompettes de Jéricho trop tôt. Donc voilà, on fait d'abord son travail humble et tranquille et on voit à l'arrivée ce que ça donne. Merci beaucoup Nadège d'avoir été avec nous cette semaine encore. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre maintenant. Après cette ébauche de portrait de vous, Laurent Wauquiez, on peut vous définir aussi à travers que les crispations que vous créez de temps à autre dans votre camp. Faustine Saint-Geniès. C'est un vote qui lui a attiré les foudres de ses collègues à l'UMP. Le 26 juin dernier, Laurent Wauquiez adopte le projet de loi de la gauche sur la transparence avec 6 autres députés UMP contre la consigne de son groupe. C'est sa liberté, on s'en est expliqué. Il y a une position de groupe et qui, encore une fois, est suivie par 98% des parlementaires. C'est un texte qui n'a rien à voir avec la transparence. C'est du voyeurisme, c'est de la communication, c'est de détourner les objectifs, les projecteurs qui étaient braqués sur le gouvernement et l'affaire Cahuzac pour les renvoyer sur les parlementaires. Dernier des aveux en date, une lettre adressée par Gérard Longuet est dévoilée dimanche dans le journal Le JDD. Le sénateur y exprime son désaccord total avec la démarche du jeune vice-président de l'UMP. Pourtant, Laurent Wauquiez n'en est pas à son premier coup d'éclat vertueux. Il se veut le chantre de la transparence. Parmi les premiers à avoir dévoilé sa déclaration de patrimoine,
il plaide aussi pour l'abolition des privilèges des députés et déclenche la polémique. Pour Benoît Apparu, c'est surtout une nouvelle manière de faire de la politique propre à leur génération. Je pense qu'il y a un phénomène que je vais qualifier de générationnel et que beaucoup de jeunes parlementaires, même si tout le monde n'est pas exactement sur la ligne de Laurent Wauquiez, est quand même dans cette volonté de fonctionner de la politique différemment, de travailler différemment, etc. Il y a effectivement d'autres parlementaires comme Bruno Le Maire ou comme d'autres qui sont sur des lignes qui ne sont pas si loin que ça. Laurent Wauquiez part en rond de vertu, une stratégie qui lui réussit plutôt bien dans les sondages, beaucoup moins dans son camp. On lui reproche de trop jouer cavalier seul. Perrine Tannot, donc, est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Vos questions à Laurent Wauquiez. À mon avis, on va reparler de gap générationnel. Bah oui, est-ce que c'est un effet générationnel? Donc cette volonté d'être plus transparent en tant que parlementaire, ce qu'évoquait à l'instant Benoît Apparu dans le sujet. Vous savez, je me suis engagé en politique à peu près au milieu des années 90. Et on était, comme d'ailleurs toute ma génération, dans ce climat d'affaires. Nous, quand on a choisi l'engagement en politique, on l'a fait en connaissance de cause, notamment sur ce qu'est la relation que doit avoir un politique avec l'argent. Et surtout, je refuse cette espèce de fatalité dans laquelle est inscrit le politique français depuis 30 ans, avec un scandale politico-financier chaque année. Je ne crois pas que ce soit une fatalité. Et pour lutter contre, transparence à tout prix, vous pensez que c'est la bonne solution, la seule? Je crois juste qu'il y a quand même un certain nombre de moments où il faut qu'on se pose les bonnes questions en France. Dans n'importe quelle démocratie au monde, vous savez si jamais un parlementaire a une activité à côté. C'est juste indispensable. Si vous conseillez, par exemple, je ne sais pas moi, une entreprise immobilière, ou si vous conseillez une entreprise pharmaceutique, vous allez voter une loi sur le logement. Si vous êtes conseiller de la grande distribution, vous allez voter une loi sur la consommation. Il y a évidemment des conflits d'intérêts qui ne sont pas acceptables. Et donc, oui, je crois qu'il y a un certain nombre de règles d'hygiène démocratique qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Et quand on regarde les autres démocraties, elles ont toutes adopté au cours des 20 dernières années des règles en la matière. La France est la seule démocratie européenne, avec la Croatie, je vous le concède, qui vient d'entrer dans l'Union européenne, donc c'est festival, on est au palmarès des démocraties les plus actives. Et là, vous dites mais il y a un moment, ça va. Vous dites merci la gauche. Je dis juste, ça n'est pas un sujet gauche ou droite. Mais certains vous accusent de donner un coup de main du coup au gouvernement. Je vais vous dire mon état d'esprit très simple sur cette question. J'en ai assez des petits raisonnements politiciens sur cette question. Nicolas Sarkozy a fait progresser les choses. Par exemple, il a soumis l'Élysée au contrôle de la Cour des comptes. C'était un progrès. Il a installé un déontologue au Parlement. C'était un progrès. La gauche permet de mieux connaître les conflits d'intérêts. C'est un progrès. Sur ces questions de démocratie, je refuse la posture consistant à dire ça vient de la gauche et donc on vote systématiquement contre. C'est ridicule. Mais alors comment vous expliquez les réticences de certains? C'est quoi? C'est une classe politique qui essaye de se protéger ou c'est une question de génération comme on le disait au début de cette interview? Non, je pense que voilà, chacun peut avoir ses convictions en la matière et je comprends aussi le sentiment d'élu de se sentir agressé. Par exemple, Gérard Longuet, il dit, moi en tant qu'élu, je vais perdre toute mon indépendance, toute ma liberté avec toutes ces nouvelles règles. En quoi est-ce que c'est une perte d'indépendance de devoir juste dire oui, je conseille telle entreprise à côté? Je ne vois pas où est la perte d'indépendance, pardon. Dans n'importe quel conseil municipal, quand par exemple vous êtes responsable d'un office de logement HLM, vous ne votez pas des délibérations qui concernent l'office de logement HLM. C'est juste de la pure hygiène démocratique. Donc je ne vois pas, pardon, en quoi est-ce que les députés sacrifieraient leur indépendance en acceptant juste un minimum de contrôle démocratique. On n'a pas eu assez d'affaires? On n'a pas eu assez de scandales? Il y en a encore beaucoup, là, hein. Il en faut combien pour qu'on comprenne globalement qu'il y a une démocratie à sauver? Il faut que l'extrême monte jusqu'à quel niveau? Il faut que le syndrome... La loi ne garantit pas la probité, vous le savez bien. Non, mais bien sûr, on peut dire, enfin, de la même manière... Il n'a pas empêché, par exemple, Jérôme Cahuzac de dissimuler son contentieux. Enfin, on peut toujours dire, oui, il y a toujours des cambrioleurs, et donc ça sert à rien de mettre la police. Ouais, enfin, de temps en temps, mettre la police, ça peut être aussi utile. Et donc moi, j'en ai assez, pour le dire simplement, de payer l'addition pour Tapi, pour Cahuzac, pour Dominique Strauss-Kahn. Je considère qu'il y a un travail à faire pour, je dirais, oxygéner la classe politique française et se doter juste, mais de règles minimales. Enfin, quelqu'un comme Cahuzac... Oui, parce qu'on reproche à ce texte de ne pas aller assez loin. Hein. Oui, ce que j'ai d'ailleurs reproché. Et notamment en ce qui concerne le régime des retraites des parlementaires ou l'institut de frais de représentation de mandat, exactement. Au moment où on parle, M. Cahuzac touche une prime d'ancien ministre. Il y a quand même quelque chose de choquant là-dedans. La loi ne l'a pas supprimé. Donc je pense que sur ces questions, il y a vraiment un sursaut démocratique à faire. S'y ajoute un deuxième point, qui est quand même assez important. C'est la question de l'exemplarité des politiques. On a proposé, ça renvoie à notre échange précédent avec Nadège Puljac, avec la droite sociale, une réforme du régime de retraite, consistant à mettre à égalité tous les Français devant la retraite. Ça signifie égalité entre le public et le privé,
et le fait de faire sauter tous les régimes spéciaux de retraite. Et donc mettre fin au régime spécial de retraite des parlementaires. Bah oui, parce que je viendrai ensuite devant vous en disant que je suis contre celui de la SNCF et contre celui d'EDF, mais que celui des députés et des sénateurs, c'est une toute autre affaire et qu'il faut le maintenir. Là, vous êtes assez isolé encore sur ce point-là. Oui, mais je pense que c'est juste indispensable. Comment expliquer aux Français que les politiques demandent des efforts qui ne s'appliquent pas eux-mêmes? Comment expliquer ça? Alors justement, si on va jusqu'au bout de cette logique de moralisation de la vie publique, que pensez-vous de la loi sur le cumul des mandats? Est-ce qu'il faut limiter le nombre de mandats, mais peut-être également limiter dans le temps les mandats? Alors, à l'inverse, sur ces sujets-là, je suis assez méfiant. Pourquoi? D'abord, on l'a évoqué, il y a une espèce de contraste. Si je comprends bien, un politique va pouvoir continuer à être avocat ou exercer une activité privée, mais il ne pourra plus être maire. Il y a un petit contraste qui est assez difficile à comprendre. Parce que là aussi, en la matière, il y a des abus. Alors, on va aller jusqu'au bout. La deuxième chose, et sur laquelle il faut bien rappeler les points, on a des élus dont notre sentiment est que globalement, ils sont de plus en plus coupés des réalités de terrain. Couper encore plus les parlementaires des réalités de terrain en n'ayant plus aucun ancrage dans une réalité de gestion, c'est à mon avis une erreur. Troisièmement, on est plutôt dans une période où il faudrait baisser le nombre d'élus. Trop de députés, trop de sénateurs, autant que l'ensemble des États-Unis. Là, ce que va faire la loi sur le cumul, c'est qu'elle va au contraire multiplier encore les élus, puisque vous allez avoir encore plus d'élus à tous les niveaux. François Hollande avait parlé d'une diminution du nombre de parlementaires. Que visiblement il ne tient pas. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'il ne tient aucune de ses paroles présidentielles. Enfin, en multipliant le nombre des élus, ce ne seront plus les mêmes, en fait. Oui, enfin, ça veut juste dire qu'on aura encore plus d'élus. Voilà. Et puis... Plus d'élus présents, vous voulez dire, du fait qu'ils ne cumuleront plus avec d'autres mandats. Différents. Livrez-vous à une enquête qui est intéressante. Prenez dans les statistiques parlementaires ceux qui ont un mandat local et ceux qui n'en ont pas. Et regardez si jamais ceux qui ont un mandat local sont ou non plus présents à l'Assemblée. Vous verrez qu'à l'arrivée, ce n'est pas toujours ceux qu'on pense qui ont l'activité parlementaire la plus importante. Souvent parce que quand en réalité on a un point d'ancrage local, ça oblige à avoir aussi une réflexion nationale. Moi je crois à ça. C'était la conception de la politique de Pompidou, qui croyait au fait qu'un bon politique, c'est à la fois quelqu'un qui est enraciné dans un territoire. Mais il y a des problèmes de conflit d'intérêts aussi, avec des intérêts locaux par exemple. Oui. Et c'est pour ça que je pense que sur un sujet comme le cumul des mandats, il ne faut pas avoir une vision d'ayatollah. Il y a des villes qui sont avec une telle ampleur, des tels enjeux, des tels budgets à gérer que c'est inconciliable avec un mandat national. Il y a des collectivités locales qui sont avec un tel niveau de responsabilité, des telles charges qu'elles ne sont pas conciliables. A l'inverse, vous avez des responsabilités locales sur des villes de taille plus modeste ou sur des exécutifs locaux qui sont de niveau plus modeste qui peuvent permettre de le concilier. Mais je voudrais juste quand même revenir sur ce point simple. On a quand même voté une loi, on vient de voter une loi qui autorise à avoir une activité privée et à l'inverse, on n'autoriserait pas un député ou un sénateur à continuer à avoir une activité d'intérêt général et de service public. C'est quand même un peu compliqué. Et certains parlementaires de gauche souhaiteraient limiter dans le temps le nombre de mandats. Alors ça repose sur une... Pardon, hein, mais là encore, moi j'aime pas le politiquement correct, donc je préfère dire les choses exactement comme je le ressens. Ça repose sur une grande partie... Par exemple, vous êtes à votre 3e mandat de député, hein, c'est ça? Donc ça serait peut-être le dernier si l'amendement de certains parlementaires socialistes était adopté. C'est très juste, et c'est tout à fait exact, parce que j'ai succédé à Jacques Barrot. Ouais. Ensuite, donc j'ai été ministre pendant 5 ans, et donc là, j'entamerai mon dernier mandat. Je crois que la politique, ça s'apprend. Et je crois que c'est une vaste erreur de faire croire aux Français qu'on va improviser des politiques qui vont rester pendant 1 mandat ou 2 mandats et qui ensuite vont partir. C'est ce qui se passe dans d'autres démocraties, ça fonctionne très bien aussi? Non, c'est parfaitement faux. Il n'y a aucune limitation de mandat, par exemple, dans la démocratie allemande. Vous n'avez pas de limitation de mandat dans la démocratie américaine. Vous n'avez pas de limitation de mandat au Royaume-Uni. Donc c'est faux. La réalité, c'est que c'est une espèce d'illusion qu'on entretient. La réalité du terrain est un peu différente, notamment aux États-Unis. Par exemple, souvent quand vous perdez les États-Unis, vous ne vous représentez pas après. À la présidentielle. Ça vaut aussi pour d'autres mandats. Mais juste, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que si vous faites tourner les politiques, qui décide? L'administration. Et je ne suis pas sûr que ce soit un bon service à rendre. Vous voulez dire l'administration, c'est-à-dire ceux qui sont fonctionnaires et qui ont plus de facilité? C'est-à-dire que si jamais le politique est fragile, si le politique n'a pas un minimum de stabilité dans l'exercice de ses responsabilités, c'est l'administration qui contrôle. En tout cas, si on vous suit bien, Laurent Wauquiez, on comprend que finalement la transgression en politique, ça permet de servir votre ascension personnelle. Ça passe par la transgression dans les idées au sein de votre propre camp? Juste, pardon, un petit point là-dessus. À chaque fois qu'un politique s'exprime, on peut toujours lui dire « oui, mais vous faites ça parce que c'est votre carrière que vous visez ». Il ne faut peut-être pas exclure aussi de temps en temps... Mais c'est pas mal aussi d'avoir envie d'être ambitieux et d'avoir envie de faire une carrière. J'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition pour moi, mais j'ai aussi de l'ambition pour mon pays. Et juste ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas exclure que de temps en temps, quand un politique s'exprime, il exprime vraiment ses convictions et ses valeurs. Sur l'exemplarité, je suis profondément convaincu de ce que je vous dis. Je suis profondément convaincu que si on continue comme ça, tous les politiques seront balayés.
Sur le social, qui a été un domaine où on l'a évoqué, on a eu des affrontements. L'assistanat, oui. L'assistanat. Je suis convaincu que l'assistanat est un tort, que ça décourage les Français qui travaillent et que ça n'aide pas ceux qu'on prétend aider, parce qu'en réalité, on verse un chèque pour acheter le silence des gens. Oui, ça a été très difficile. Oui, ça a été transgressif. Mais je vais vous livrer le fond de ma conviction. Le pays va suffisamment mal pour ne plus se payer le luxe d'avoir des politiques qui ne disent rien et qui n'ont pas le courage de leurs idées. Alors vous avez de l'ambition pour votre pays, vous l'avez dit, et pour vous-même, vous l'avez dit également. Vous pouvez nous préciser laquelle? Mon ambition, précisément, c'est de renouveler nos idées. Je crois qu'on est dans un pays qui est aujourd'hui au bout de son système, dans une classe politique qui est au bout d'elle-même, et dans une droite et un centre qui est quand même sorti dans un très mauvais état de la défaite de la présidentielle. Donc mon ambition, c'est d'apporter un peu de renouvellement. C'est à ça que j'essaie de me consacrer. Et j'ai vu c'est déjà une rude tâche. Ouais, on change de sujet. J'ai vu que votre promo de l'ENA avait choisi comme nom, comme parrain, Nelson Mandela. Oui. Il représente quoi aujourd'hui pour votre génération et pour la société d'aujourd'hui? D'abord, il était venu. Ah, il était venu. Et donc, on l'avait rencontré. Et j'ai un souvenir qui était assez... C'était en quelle année? Voilà, alors là, vous me posez une colle, ça devait être 99, quelque chose comme ça. Ouais. Et j'ai un souvenir assez fort, parce que nous, on était étudiants, plutôt assez tristounets. On s'était tous mis en costume cravate assez lugubre. C'était dans un hall sans lumière. Et lui était rentré, et avec lui, il y avait un souffle de vie qui était rentré dans l'école. Il était avec une tenue colorée, il était joyeux, il était venu passer un message qui était de dire « soyez heureux de ce que vous faites », et avec un espèce de charisme naturel qui s'imposait à tout le monde. Et j'en ai vraiment retenu au fond cette idée qu'il ne faut pas faire de la politique en étant triste. Et il faut faire de la politique en apportant un peu de joie et un peu de bonne humeur autour de soi. Il faut faire sauter les cravates. C'est ce qu'on allait vous suggérer pour terminer. Vous l'avez très bien fait sauter. Merci Perrine, merci Laurent Wauquiez, merci d'avoir été avec nous cette semaine. La semaine prochaine, la ministre des Sports, Madame Fournéron, sera notre invitée en plein Tour de France. Et puis également à quelques jours de la publication du rapport sénatorial sur le dopage, qui ne concerne pas que le cyclisme, mais quand même. Bonsoir à tous, à très vite. Survenait au Bangladesh la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire du pays. 1127 morts dans l'effondrement d'une usine textile où se fabriquent les vêtements que nous achetons dans nos magasins. Que s'est-il passé depuis? Qu'en est-il des conditions de fabrication au Bangladesh, notamment dans les ateliers de cuir? Eh bien, ce sera le sujet du docu-débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement hebdo, pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 17h45. Un éco-village, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage. Et pour moi, c'est un lieu qui devrait se propager vraiment partout. Ici, il n'y avait rien du tout. C'était la forêt, il y avait juste un sentier de petite randonnée ici qui faisait 60 cm de large. Et puis on a commencé à défricher, à couper des arbres, à couper des genêts, à couper des herbes. Et puis petit à petit, on s'y est implanté. Le dimanche, il y avait souvent la famille qui venait, avec le grand-père, la grand-mère, les enfants, tout ça, pour voir les Indiens.
Parce qu'au début, on nous appelait comme ça dans la région. S'installer dans la forêt, vouloir vivre à contre-courant, forcément, ça interroge. Quand Alexis lance son projet d'éco-village il y a 10 ans, on a d'abord cru à une secte. Il y a même eu une enquête. Ici, les 5 maisons du hameau se fondent dans le paysage. Aucune trace de béton, tous les matériaux sont naturels. Alexis a construit sa maison lui-même, avec une idée, si elle doit disparaître, il ne doit en rester aucune trace, ou presque. Tout doit retourner à la terre. J'ai coupé les arbres, j'ai fait les planches avec une scie mobile, on a fait l'ossature avec, et puis on a rempli en botte de paille. La paille, c'est l'isolant, parce que c'est un des meilleurs isolants. Et ça, c'est de la paille de blé. On peut utiliser d'autres pailles, mais enfin moi j'ai fait le choix de la paille de blé, et elle est dans les murs et dans le plafond. Qui sait que la paille isole parfaitement, stocke la chaleur ou la fraîcheur en fonction des saisons. Écologique et surtout pas cher, parce que la paille c'est un déchet agricole, contrairement au foin. Il y a des essais qui ont été faits en laboratoire sur la paille, et les bottes de paille, ils sont allés au lance-flammes. Il y a des temps qui ont été calculés avant justement que ça se désagrège complètement et tout, mais ça se consume. C'est-à-dire que par rapport à une maison conventionnelle en parpaing, une maison en paille mettra beaucoup plus de temps à être détruite par le feu, contrairement aux idées reçues, les 3 petits cochons. Donc même si la paille, c'est pas très cher, le coût de la maison est quand même important. C'est plus important que pour une maison conventionnelle parce que c'est pas des techniques qui sont encore très connues. Ce n'est pas des techniques très connues. Il y a quand même une grande partie des matériaux qui peuvent rester chers parce que ce n'est pas des matériaux qui sont vendus en très grande quantité comme le parpaing ou le ciment. Et puis il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc cette main-d'œuvre aussi peut revenir très cher. Depuis 4 ans, Alexis construit sa maison, un peu chaque jour, et elle n'est pas tout à fait terminée encore. Une vie en chantier qui se construit lentement. C'est vrai que quand je suis énervé, un peu stressé, c'est vraiment très agréable de venir passer un petit moment ici. D'une part pour regarder, pour apprécier, pour voir s'il n'y a pas de graminées qui sont venus envahir, parce que ça les graminées, je suis désolé, mais je ne leur laisse pas la place. Un jardin en hauteur que tous les habitants cultivent sur leur toit. C'est inscrit dans la charte du village. On est parti sur l'idée de dire si on rendait à la terre la surface qu'on lui prend. Donc de mettre des plantes et des herbes et tout ça sur la surface de la maison. Et puis, l'avantage des toits végétalisés, c'est des problèmes de condensation aussi. Ça évite la condensation dans la maison. Mais il a fallu s'accrocher pour que le éco-hameau voie le jour. Des années de lutte administrative qui ont fini par en décourager certains. Thomas et sa femme ont racheté le terrain d'un couple qui a quitté le projet. Non, c'est moi qui les paye. C'est moi qui les paye toutes. Alors celle-là, elle peut attendre encore un peu, tu vois. Eux aussi ont vécu en ville. Eux aussi ont eu envie de rompre, de fuir une vie qu'ils ne maîtrisaient plus. Envie d'autre chose pour eux et pour leurs filles. On n'a pas vécu avec les enfants en ville. On est arrivé à la campagne avant, heureusement. Mais quand on y va, on n'a pas les réflexes dans un premier temps. Les enfants se baladent à côté de nous et puis on se rend vite compte qu'ils ramassent des mégots par terre, qu'ils ramassent plein de choses et on se dit qu'est-ce que je fais? Je lui interdis ce que je lui interdis pas à la maison. C'est assez compliqué. Et alors qu'ici, même s'il a les mains toutes noires, pleines de terre ou de boue, c'est jamais bien grave, quoi. L'habitat écolo permet de dépenser moins. C'est ce qui est dans l'air du temps. Mais pour Thomas et Mathilde, ce n'est pas ce qui compte. S'il y a des gens qui se tournent aujourd'hui vers l'éco-construction, c'est aussi par cet argument économique. J'en suis très content. Simplement, il faut se méfier quand même de ce que cette économique va engendrer, à savoir tout l'éco-business, des matériaux qui vont à nouveau être transformés et où il va y avoir des tas d'intermédiaires qui vont vous permettre d'accéder à une maison écologique. Ce n'était pas ça l'idée non plus. Ici, c'est pas du bois raboté, c'est du bois brut de sciage, c'est de la paille brute des champs et c'est de la terre locale également pour faire le torchis. Le pari, c'est celui de cohabiter ensemble et de vivre en harmonie avec la nature, l'autre voisine, sur laquelle tout le monde veille. Alors, comme une évidence,
les habitants font en sorte de rendre à la terre une eau propre grâce à un bassin planté de roseaux et d'iris. C'est les plantes elles-mêmes qui se nourrissent de l'eau et qui en même temps récupèrent les cochonneries qui sont dans l'eau, quoi.